Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Elisabeth Pinault, journaliste à l'agence Reuters et présidente de l'Association de la presse présidentielle. Et c'est à ce titre que j'ai l'honneur de vous poser cette toute première question de cette toute première grande conférence de presse organisée à l'Élysée depuis votre arrivée au pouvoir il y a près de 2 ans. Monsieur le Président, le 13 février 2018, vous avez déclaré devant la presse présidentielle « Je suis arrivé au pouvoir par effraction dans une France qui était malheureuse et inquiète ». Beaucoup d'encre a coulé depuis. On a parlé de votre arrogance, de votre brillance, de votre force, de vos faiblesses, de votre distance autant que de votre proximité avec les Français, de votre solitude aussi en ces murs. Et voici ma question. Quelles sont les raisons profondes de ce rendez-vous aujourd'hui à l'Élysée, devant la presse et à travers elle, devant tous les Français? Quel est ce moment de votre mandat au regard de vos intentions premières? Avez-vous des regrets? Peut-on parler d'une rupture, d'une transition, d'un acte, comme on dit au théâtre, d'un nouveau départ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La question est vaste. Je pense qu'on y reviendra. Je ne suis pas sûr de parler d'acte parce que cette terminologie a déjà été prise récemment et renvoie à une autre gymnastique qui se passe plus spécifiquement le samedi. Je ne sais pas s'il faut parler de nouveau départ, parce que c'est souvent ce qu'on dit dans une relation amoureuse, quand on a peu d'espoir que ça reparte vraiment. Non, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Donc je pense que je peux mieux faire aussi. Je crois que beaucoup de choses ont été faites durant ces 2 premières années. Beaucoup de choses. Quand je regarde ce que le gouvernement, avec les assemblées, ont conduit, quand je regarde ce que ce gouvernement, depuis 2 ans sous l'autorité d'Édouard Philippe, a fait, j'ai peu de comparaisons. Des réformes qui avaient été écartées, évitées jusqu'alors, le gouvernement s'y attelait avec beaucoup de courage. Mais on a fait beaucoup de choses qui ne se voient pas tout de suite, ce qui est assez ingrat. Et on a fait parfois peut-être trop lentement certaines choses. On ne les a pas suffisamment pensées pour qu'elles soient perceptibles pour nos concitoyens. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas assez mis, je pense, l'humain au cœur du projet. L'humain, c'est-à-dire la capacité à mieux expliquer, associer dans les décisions. Et moi aussi avec. Et j'étais un peu, c'est normal, j'ai sans doute imprimé cette marque, conscient qu'il fallait, et qu'il faut toujours, œuvrer à transformer en profondeur le pays pour répondre à ces défis, le rendre plus fort dans un monde bousculé. L'impatience, l'exigence que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les membres du gouvernement, je l'ai un peu eu avec les Français. Et donc, le sentiment que j'ai donné, c'était une forme d'injonction permanente, d'être dur, parfois injuste. Et ça, je le regrette. Parce que d'abord, c'est parce que je suis profondément et parce que je pense que ça n'a pas aidé à la cause. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu ce grand débat, entre autres. C'est parce que je pense que le pays avait besoin de ce temps de discussion démocratique et je pense qu'il fallait pouvoir réentendre des choses qu'on n'avait pas laissé s'épanouir. Et moi, ce moment m'a transformé aussi. Je n'ai pas découvert notre pays lors de ce grand débat, mais je crois que j'ai touché beaucoup plus clairement l'épaisseur des vies. Ce que beaucoup de nos concitoyens vivent, des douleurs, des incompréhensions. Et nous sommes un pays, et je l'avais moi-même dit avant l'élection, où on attend énormément du chef de l'État. Parfois trop. Alors on peut penser que c'est injuste quand on est à ma place, mais c'est comme ça. Et parfois, je n'avais pas conscience de cette attente. Et cette attente, elle a justifié une certaine colère. Mais j'ai eu des scènes durant tout ce débat où des gens se mettaient en colère contre moi à cause de la contravention qu'ils avaient prise là, à cause de la situation UBS qui parfois ne relevait même pas de la politique du gouvernement. Mais qu'importe, vous êtes en quelque sorte le point de mire en même temps que la clé de voûte. Ça n'est pas grave. Et donc, ce que je veux profondément faire dans le moment qui est le nôtre, c'est aussi pouvoir faire entendre aux Français que j'ai entendu, plus que ça, compris, senti dans ma chair ce qu'ils vivent. Que je veux qu'on y apporte une réponse. Alors, ce qui est très ingrat dans ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on peut le vivre, on est ému au moment où on le vit, ces moments vous transforment, et puis après ça devient une décision, elle passe par la distillerie de procédure, ça devient tout de suite abstrait, et puis ça arrive dans le quotidien, et c'est jamais aussi parfait qu'on le voudrait.
Mais chaque centimètre qu'on aura reconquis, ce sera un centimètre de bonheur civique et républicain repris. Et au fond, ce moment m'a convaincu d'une chose, c'est que je n'aurais pas de répit. Je ne pensais pas en avoir, je n'en cherchais pas. Mais il n'y a pas de répit, parce qu'il y a tant d'attentes. Et donc, cette conférence de presse, pour moi, elle est l'occasion, d'abord, par votre truchement, de pouvoir le dire aux Français, l'expliquer, de répondre à toutes les interrogations légitimes. Non pas, comme je l'ai dit, de revenir en arrière, mais d'avoir un projet plus humain, plus enraciné, et de pouvoir mieux associer l'ensemble de celles et ceux qui expliquent et qui font dans notre pays. Parce que, parfois, en voulant aller trop vite, je les ai peut-être négligés ou j'ai conduit à ce qu'on les néglige trop. Et quand on n'explique pas suffisamment, quand on ne convainc pas suffisamment, quand on n'associe pas suffisamment les élus qui sont sur le terrain, les partenaires sociaux, on peut prendre les bonnes décisions. Ils disent « on me les a imposées ». Et donc vous n'y arrivez pas. Et donc pour moi, ce nouvel acte, c'est d'abord un changement de méthode très profond que j'assume, mais ça n'est aucun recul en termes d'ambition et de transformation de notre pays, mais c'est aussi une refondation de la philosophie profonde à laquelle je crois, plus humaniste, plus humaine, et où je veux assumer aussi ces invariants du pays que j'évoquais à la fin de mon propos. Bonsoir Monsieur le Président, Jeff Wittenberg pour la rédaction de France 2. Vous avez annoncé ce soir, il y a quelques instants, un redéploiement ambitieux des services publics sur les territoires, la création notamment de maisons France Service dans chaque canton, la fin des fermetures d'écoles, la fin des fermetures d'hôpitaux, et dans le même temps, un petit peu plus tard, vous avez dit que l'un des moyens pour aboutir aux baisses significatives de l'impôt sur le revenu que vous annoncez, ce sera la baisse des dépenses publiques. Alors vous parliez tout à l'heure de demandes contradictoires des Gilets jaunes. Est-ce que ce que vous avez annoncé ce soir est compatible? Est-ce qu'on peut baisser les impôts et baisser les dépenses publiques? Et puis question corollaire, est-ce que l'objectif de réduire de 120 000 fonctionnaires, qui était l'objectif de la fin de votre quinquennat, est toujours d'actualité? Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison. Alors d'abord, sur le premier aspect, cette réorganisation de l'État, de la présence des services publics, je pense qu'on peut le faire. Je suis même convaincu, et c'est ce qui est demandé au gouvernement, non seulement sans créer de nouveaux postes de fonctionnaires, mais en tenant aussi certaines exigences. Pourquoi? Parce que c'est aussi beaucoup plus d'efficacité, c'est simplement du bon sens et de la confiance faite au terrain. Aujourd'hui, on a tellement concentré dans certains sujets par la gestion de nos décisions de fonction publique les choses en haut, qu'on fait des doubles instructions et que tout remonte. Aujourd'hui, quand il faut gérer la vie quotidienne de nos services sur le terrain, passer dans une commission sur le plan de la gestion du personnel, ça remonte à Paris. C'est la réforme que porte d'ailleurs le gouvernement et qui a d'ores et déjà été soumise. Mais sur beaucoup de décisions très concrètes qui sont sur le terrain, l'instruction se fait en lien avec les élus, les entreprises et citoyens. Et puis parce que nos règles sont trop verrouillées, le dossier remonte à Paris. On perd du temps, c'est une perte économique. Mais qu'est-ce qu'ils font les mêmes quand ça leur arrive dans les bureaux à Paris? J'ai été ministre, les ministres qui sont là le savent tous. Ils rouvrent le dossier, puis ils reprennent tout à zéro. Et généralement, ils appellent les gens qui les ont instruits sur le terrain. Et ils le font avec beaucoup de conscience. Nos fonctionnaires sont conscients, loyaux, de grande qualité. Je pense que c'est ce qu'on appelle la déconcentration, c'est-à-dire remettre de la responsabilité à l'échelon local, ça vous fait gagner beaucoup de temps, ça vous fait beaucoup d'économies. C'est aussi rebâtir une culture de la responsabilité. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui se fait absolument sans recréer de l'emploi public, au contraire, par beaucoup de pragmatisme. Ensuite, c'est France Service dans chaque canton. Je crois que c'est faisable. On a commencé à déployer les maisons de service au public. Si on en accélère justement la force et l'ambition, si on les transforme comme je souhaite qu'on les transforme, on peut tout à fait obtenir, d'ici à la fin du quinquennat, ce chiffre d'environ 2000, il y a un peu plus de 2000 cantons dans notre pays. C'est une bonne articulation du territoire. Ensuite, il y a le sujet des finances publiques. Et comment on fait les économies pour financer les baisses d'impôts. Parce que je l'ai dit, ces baisses d'impôts, je ne veux pas que ce soit, comme diraient certains, de la poudre de perlimpinpin ou qu'elles soient financées par du déficit cumulé, c'est-à-dire que les baisses d'impôts d'aujourd'hui soient financées par de la dette supplémentaire, c'est-à-dire ce que paieront nos enfants. J'ai dit dans mon propos introductif qu'il y avait 3 axes. D'abord,
faire mieux. Au-delà de ce que je viens de dire, il y a beaucoup d'organismes que j'ai demandé au gouvernement de fermer. Le Premier ministre est en train de piloter ce travail. On a énormément conservé d'organismes inutiles, de comités, de structures. Il faut qu'on réduise tout cela, massivement. Ensuite, j'ai parlé des niches fiscales pour les entreprises. Comme nous baissons l'impôt sur les sociétés fortement, et que pour toutes les entreprises d'ici à la fin du quinquennat, il sera ramené à 25%, il y a des niches fiscales qu'on peut supprimer pour les entreprises, pas pour les ménages. Pour les ménages, là je veux rassurer tout le monde, je pense qu'il s'agisse des emplois familiaux, de ce qui existe pour l'outre-mer, on a pris des engagements, il faut être cohérent et donner de la visibilité. Et puis on doit travailler plus, je l'ai dit. C'est le fameux débat qu'on voit naître depuis plusieurs semaines. Et c'est un axe de travail, parce que quand je regarde la chose, la France travaille beaucoup moins que ses voisins. On rentre en moyenne plus tard, on part plus tôt et on travaille moins dans l'année. Donc là-dessus, il faut qu'on ait un vrai débat et qu'on puisse construire des vraies options pour avancer. C'est indispensable. Et c'est un axe d'économie. Alors, dernier point, pardon, vous avez totalement raison. Écoutez, là-dessus, sur ce point, c'est moi qui ai pris l'engagement devant les Français, au vu de, justement, cette sortie du grand débat, il faut qu'on soit réaliste. Et donc je demanderai d'ici à l'été au gouvernement de me donner son analyse et de voir si c'est tenable. J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif. Je pense que le plus important, c'est de tenir et de baisser la dépense publique comme je m'y suis engagé. C'est de pouvoir baisser les impôts, et nous avons commencé, contrairement à la décennie qui vient de s'écouler. D'ores et déjà, ces 2 premières années, on les a baissés de manière inédite. C'est d'aller encore plus loin. Mais, je veux dire, on ne peut pas poursuivre à la fois, surtout quand on doit réinvestir dans la sécurité, dans l'éducation, dans la justice. Je ne vais pas donner là aussi des injonctions contradictoires au gouvernement. Et donc je suis prêt là-dessus à lever cet objectif, mais pas à lever celui de tenue de la dépense publique, pour être très concret. Monsieur le Président, David Revaud-Dallon, Journal du Dimanche, une petite question sur votre rapport à l'opinion, qui depuis votre élection en ces lieux s'est rapidement, brutalement dégradé. On a pu le constater notamment au plus fort de la crise des Gilets jaunes, où vous avez été parfois personnellement et violemment mis en cause. Alors tout simplement, comment vous expliquez ce fait? Est-ce que peut-être cela provient de comportements ou d'attitudes de votre part? Comment l'avez-vous vécu personnellement? Parce que ça a été quand même assez dur. Et puis, comment entendez-vous remédier à cet état de fait pour la fin du quinquennat? Et puis, une petite question connexe. Vous disiez que ce grand débat vous avait transformé. En quoi, précisément, aujourd'hui, avez-vous personnellement changé? Je vous remercie. Écoutez, je crois que quand on cherche le pouvoir, quand on l'obtient par la confiance du peuple, on accepte d'avoir la part de colère qui va avec. Je pense que diriger aujourd'hui en démocratie, quel que soit le pays, c'est accepter de ne pas être populaire. Et je préfère être responsable, tenir mes engagements, prendre les décisions que je crois bonnes avec le gouvernement pour notre pays et être impopulaire plutôt que chercher à séduire de manière qui serait toujours éphémère. Donc j'assume. J'assume. Et je pense que l'état de nos démocraties implique cette part de colère. Alors est-ce que ce qu'on a vécu ces derniers mois, pour autant, se justifie? Ça, je ne crois pas. Et indépendamment de ma personne, la haine qu'on a pu voir déferler à mon endroit, parfois à l'égard de ma famille, ça, ce qui est inacceptable, à l'égard des élus de la République, ce qui l'est tout autant, je crois que ça, c'est une dilution de la morale collective très profonde qu'il nous faut condamner avec beaucoup de vigueur. La démocratie, c'est ce qui permet de tout dire librement, de le dire au moment du vote, de le dire tout au long de l'année, de le dire quand on est journaliste, quand on est citoyen. Mais ce qui va avec, c'est l'interdiction de la haine dans le débat public. Parce qu'on peut tout dire. Nous sommes ce pays formidable où on peut blasphémer, dire le pire du président de la République, des députés, des élus. Mais la haine, c'est précisément ce qui n'est pas acceptable parce que la liberté est là. Et la haine et l'irrespect,
Je crois que nous ne devons pas nous y habituer. Donc ça, je ne m'y habitue pas, je ne cherche pas à l'expliquer. Je pense simplement que ça, c'est un recul de la morale civique et de l'éducation. Et donc je me battrai de toutes mes forces contre. Après, l'expliquer comment? Je l'explique par parfois des colères justifiées que vivent certains de nos concitoyens, tout ce que j'ai pu évoquer. Et tout ce qu'on attend est ce qu'on met dans le président de la République. Et ça, je le savais, au moment où je me suis porté au suffrage. Et je l'assume. Y remédier, assumer. Être clair et porter ce nouvel acte, ce nouveau projet que je viens d'exposer, et aussi assumer de passer plus de temps au pays et de montrer que par ce contact, cette présence, ces explications, il y a aussi une profonde considération, d'abord parce qu'elle est au cœur de mon engagement politique et de ce que je suis, parce que je pense que ça peut lever beaucoup de malentendus. Et donc je pense que l'humain remis au cœur du projet, la nouvelle méthode que je souhaite adopter, la nouvelle manière aussi que je vais avoir de bâtir les décisions, me déplacer, de faire, ce sont des choses qui peuvent répondre à la juste part d'énervement qui avait pu naître de malentendus, que j'avais sans doute contribué à nourrir. Mais je ne deviendrai pas pour autant celui qui cherche à plaire, parce que je pense que ça ne rendrait pas service à notre pays et au projet que nous portons. Voilà. Pour le reste, j'ai dit qu'en effet, cette période m'avait changé, parce qu'elle a accru le sentiment d'immense responsabilité que j'ai aujourd'hui. Et elle a accru ce que je disais à l'instant quand j'ai évoqué auprès de votre collègue le fait que pour moi, j'ai la conviction que je n'aurai jamais de répit. Mais la nécessité d'être tout à la fois profondément humain, mais toujours à bonne hauteur de l'histoire. Le moment que nous vivons est historique, parce que c'est tout simplement la question de nos démocraties qui est en jeu, très profondément. Pardon, je suis trop long, je sens de l'impatience. Alors, je n'ai pas le pouvoir. Monsieur le Président, bonjour, Jean-Jérôme Bertolus, France Info. Vous venez de l'esquisser un petit peu, vous avez parlé effectivement vous avez cité de nombreuses actions, de nombreux projets de réforme. Vous venez d'esquisser un petit peu votre exercice du pouvoir dans cet an 2 du quinquennat. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin, puisque vous avez dit que vous avez été un peu incompris des Français? Est-ce que ça veut dire que vous allez en fait refaire pratiquement d'une manière permanente cet exercice inédit sous la 5e, c'est-à-dire ces débats où on vous a vu effectivement échanger avec les Français, avec les élus? Est-ce qu'on va rentrer en quelque sorte dans un an 2 de débats permanents et d'une démocratie directe entre vous et les Français? Est-ce qu'il faut que les Français vous connaissent mieux? Alors, la démocratie directe permanente, j'ai dit mes réserves. Je crois dans la force de nos institutions et dans ce que les élus portent de responsabilités qui sont aussi à partager. Je crois aussi dans une république contractuelle où à la fois les élus sur nos territoires comme les partenaires sociaux ont leur part de responsabilité à prendre. Et je crois d'ailleurs que nous sommes en train de réinventer le rôle de ces partenaires sociaux dans l'entreprise et sans doute sur les territoires. C'est le sens de la mobilisation générale que j'ai lancée. Par contre, je crois, oui, que nous sommes entrés dans une phase où il faut sans doute bien davantage avoir des temps de délibération. Je ne crois pas à la République du référendum permanent, parce que le référendum ne permet pas de prendre les décisions difficiles quand il faut les prendre. Mais je pense qu'on a besoin de plus de délibération, qui vont d'ailleurs avec la compréhension des problèmes et le partage des contraintes. Et la compréhension pour ceux qui président ou gouvernent du quotidien de la vie, des difficultés très concrètes. Ça ne veut pas dire que je vais faire au même rythme, avec la même intensité, des débats comme je viens d'en faire durant ces derniers mois, mais je vais de manière régulière, oui, continuer à débattre à la fois avec nos élus et nos citoyens sur le terrain. Je pense que c'est indispensable. C'est indispensable pour lever des malentendus quand ils existent, mais aussi mesurer de manière très directe
parfois ce que nos concitoyens attendent. Parce que cette crise d'efficacité des démocraties que j'évoquais, qui est vraie pour toutes les démocraties, vous ne la percevez que dans ces moments-là. Parce que quand vous êtes président de la République, on vous dit les moyens pris, mais vous ne voyez pas toujours le résultat tangible. Vous dites, vous avez annoncé ça, mais on l'a fait, regardez, on a pris cette loi, ce décret, tout va bien. Mais si ce n'est pas une réalité pour vos concitoyens, ça vous ne le savez qu'en vous rendant sur le terrain et qu'en débattant, qu'en discutant, qu'en regardant. Et je dois dire, moi, ce que j'ai aimé dans ces débats, c'est que ça n'est pas apprêté. Parce que la grande difficulté, la solitude, elle va avec la fonction. Au moment où vous décidez, vous êtes seul. C'est comme ça. Mais l'enfermement, il peut aller aussi avec tout ce qu'on a collectivement construit. Parce que quand vous êtes président de la République, que vous allez sur le territoire, dans le monde où nous vivons, il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire que généralement, on vous présente et on vous fait une visite qui est le monde idéal. Le président de la République, quand il va dans une entreprise, une administration, tout va bien. On lui montre tout ce qu'il a bien fait. C'est comme ça. Puis c'est la fierté de chacun et c'est comme ça que la République fonctionne. Du coup, vous, ça vous ennuie. Et du coup, vous suivez de moins en moins ces visites qui ont assez peu d'intérêt et vous traquez les voix parfois isolées de ceux qui disent « ils ont tout mal fait, ceci ne va pas du tout ». Et donc on est dans cette espèce de schizophrénie permanente, que j'ai bien connue durant ces 2 années, où on a le président de la République qui fait un déplacement, on dit c'est formidable, qui essaie de dire « regardez comme on a bien travaillé », on s'en fiche complètement, c'est le village Potemkin, et puis à côté, on surreprésente la voix de l'un qui va dire « c'est une catastrophe ». Ils n'ont absolument pas fait ce qu'ils avaient dit, regardez ma situation. Pour sortir de ça, je crois qu'il faut avoir accepté ces moments de délibération qui sont dans la vérité, qui n'est aucune de ces deux caricatures. Et ça, je crois que ça veut dire une autre présence au terrain. Et je crois qu'il faut l'accepter dans le moment que vivent nos démocraties. Pourquoi ? Parce qu'elles ont profondément changé ces dernières années. Parce qu'en quelques années, nous sommes rentrés dans la démocratie médiatique du temps de l'information et du commentaire permanent et des réseaux sociaux. Et c'est une transformation pour nous tous, pour ceux qui dirigent et prennent des décisions, comme pour ceux qui les commentent et cherchent à définir une vérité. Et donc, parfois vous dites les choses, vous les répétez, mais comme le commentaire est permanent et quand à un moment toutes les paroles se valent, il faut pouvoir remettre du sens de manière régulière, se confronter à toutes ces paroles et essayer de rebâtir du collectif dans ces moments de délibération. On est en train d'inventer une nouvelle forme de démocratie. Comme vous l'avez compris, je crois qu'il faut préserver certains fondamentaux, mais ces délibérations, elles ont une place dans la démocratie telle qu'on doit la pratiquer aujourd'hui. Et donc je continuerai à en faire. Alors moi, je n'ai aucun pouvoir parce que je n'ai pas les micros. Bonsoir, Monsieur le Président. Amélie Carwer pour TF1 LCI. Je vais me permettre de revenir sur quelques précisions, peut-être. Vous parlez d'une baisse significative de l'impôt sur le revenu. Significatif, cela veut dire combien? Cela veut dire quoi? Vous avez parlé des niches fiscales. Vous allez travailler dessus, une réflexion, mais ceci dit, vous avez certainement des pistes. Donc, est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Vous avez parlé également de travailler davantage, là encore, concertation. Le gouvernement va certainement y travailler, mais vous avez peut-être des préférences. Le jour férié, les 35 heures, serait-il possible d'en savoir plus? Bien. Vous avez raison, parce qu'il faut lever toutes les ambiguïtés qui peuvent exister sur ces sujets. D'abord, combien? C'est au gouvernement de définir le quantum. Il me semble que si on arrive à baisser, en plus de ce qui a déjà été fait et prévu d'environ 5 milliards l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif pour l'ensemble de ceux qui contribuent et qui viendra compléter les baisses d'impôts d'ores et déjà décidées, votées, actées ou mises en œuvre et qui ne sont pas négligeables et qui sont, elles, financées dans une trajectoire qui a été bien établie, votée et documentée. Et ça, je veux ici le redire et le faire valoir parce que les chiffres sont là qui parlent. Quand je regarde la dernière décennie, il y a eu plus de 30 milliards de hausse de fiscalité. Beaucoup sur les classes moyennes et les entreprises. Quand je regarde ce qu'on a commencé à faire, on a, nous, baissé significativement les impôts, enfin le gouvernement, dans des proportions non négligeables durant ces 2 premières années et qui touchent absolument tous nos concitoyens
et toutes nos entreprises. Et donc, ce travail, il faut pouvoir continuer à le faire, et indépendamment de la baisse de l'impôt sur le revenu. Donc, autour de 5 milliards, je pense que ce serait une bonne chose, mais il s'agit de dire comment, et donc c'est au gouvernement de détailler ces chiffres. Les niches fiscales, je l'ai dit, je souhaite que ce soit les niches fiscales des entreprises qui soient visées, pas celles des ménages, donc des particuliers. Je ne vais pas ici faire le travail que je demande, il faudra faire des choix et faire des propositions, et c'est d'ailleurs en fonction de ces choix qu'on pourra définir le montant. Ensuite, j'ai dit, en effet, on doit travailler davantage. Là-dessus, nous devons regarder notre société. Je le disais tout à l'heure rapidement. Quand je nous regarde et je nous compare à nos voisins ou aux autres pays de l'OCDE, on travaille moins par rapport à la vie tout entière et on travaille moins rapporté à l'année. Et toutes les études économiques le montrent, le différentiel que nous avons de création de richesses et donc de revenus pour nos concitoyens, il est lié à ce travail en moins. Si on se compare aux Allemands sur les 15 dernières années, si on se compare aux Américains. Donc bien souvent, on veut dire baisser nos impôts, mais on doit travailler plus. Alors après, comment le faire? Est-ce qu'on doit travailler plus dans la semaine? Là-dessus, nous avons apporté une réponse au début du quinquennat. On a largement simplifié les choses, on a renvoyé ce débat à la négociation salariale au niveau de l'entreprise ou de la branche. On ne va pas tout refaire là. Les 35 heures sont une référence légale théorique aujourd'hui, et elles sont renvoyées au dialogue social. Je crois à cette méthode, je pense que c'est la bonne. Et ensuite, pour encourager d'ailleurs à travailler davantage, on a défiscalisé, désocialisé pour les travailleurs les heures supplémentaires. Je ne vais pas vous dire d'un seul coup aujourd'hui, on va changer l'heure légale. Ce serait une stratégie complète. Je crois au libre choix et je crois qu'on a profondément répondu à ce problème. C'est en train de changer et c'est une bonne chose. Et ça, c'est un changement qui se traduit en davantage de travail et davantage de revenus pour nos concitoyens et les travailleurs. Ensuite, est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que ce n'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités, les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Je ne crois pas que ce soit le plus efficace. Et donc, il y a la question du travail tout au long de la vie. Et c'est une question légitime sur laquelle il faut apporter des clarifications. On doit travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. C'est plutôt de bon sens. Quand je regarde notre pays aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter et l'âge d'entrée sur le marché du travail n'a cessé de reculer parce qu'on fait plus d'études. Et donc, c'est sûr qu'on va avoir de plus en plus de mal à financer notre système si on travaille de moins en moins longtemps, mais qu'on vit de plus en plus longtemps hors du travail. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a le fameux sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux. Il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Et j'invite les gens qui, de manière simpliste, quand j'entends certains qui ne l'ont pas fait quand ils étaient aux affaires, dire c'est ça la solution, d'abord de regarder notre société. On doit gagner la bataille du plein emploi.
Par contre, travailler plus, ça peut se faire d'une autre manière. C'est d'allonger la durée de cotisation et de laisser le libre choix. Ce qui est d'ailleurs au cœur du projet qui est porté par Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye le dit lui-même, il dit le point d'équilibre de notre régime de retraite, il est autour de 64 ans. Et quand je regarde aujourd'hui ce que font nos concitoyens, ils partent pas tous à 62 ans, même de moins en moins. Ils vont plutôt vers 63, 64 ans, parce qu'ils ne veulent pas la décote qui va avec le système. Et donc, ce sur quoi peut travailler le gouvernement avec le Parlement, c'est de regarder si on peut allonger la période de référence, sans bouger l'âge légal, pour avoir un système de décote qui incite à travailler davantage, mais sans forcer tout le monde. Quand quelqu'un est dans une situation avec un métier pénible, quand quelqu'un est dans une situation avec une carrière fracturée, ce n'est pas l'âge légal qu'il faut bouger. Il faut inciter les gens à travailler plus longtemps, mais dans une option de libre choix. Voilà une option qui permet de dégager des économies pour réinvestir dans des baisses d'impôts. Mais si on va dans ce sens, moi je veux que le gouvernement porte autre chose pour nos retraités. Et qu'une partie de ce qu'on dégagera à travers une telle réforme, si elle devait être faite, soit réinvestie pour nos retraités à venir. C'est celle des petites retraites de ceux qui ont travaillé tout le long de leur vie. Aujourd'hui, quand on parle des artisans, des commerçants, on a des situations inacceptables. Parce qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas cotisé comme il fallait, qui étaient dans des régimes qui étaient moins favorables que le régime général. Et donc on a des centaines de milliers de nos concitoyens qui vivent avec des retraites qui sont parfois sous le minimum vieillesse. Ce sont des situations terribles sur le plan personnel. Moi, je souhaite qu'on y réponde en redéfinissant un seuil minimal pour tous ceux qui ont travaillé. Et il doit être supérieur au minimum vieillesse plus significativement. À la fin de nos réformes, il y aura 40 € d'écart. Ce n'est pas acceptable. Et donc, je veux que ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale qu'on touche quand on a travaillé durant sa vie, ce soit de 1 000 €. Et donc, si on fait cette réforme qui dégagera des économies, on doit pouvoir faire pour toutes celles et ceux qui entrent à la retraite aussi la réforme qui fait qu'ils auront 1 000 € quand ils ont contribué. Parce que ça, c'est juste. Et c'est aussi ces situations criantes que j'ai entendues sur le terrain. Malheureusement, on hérite d'un système, et je ne peux pas dire à tous ceux qui parfois n'ont pas cotisé, ont cotisé insuffisamment, on va corriger les situations passées, ça on ne sait pas le faire. Mais je ne veux pas les reproduire pour l'avenir. Voilà, de manière très précise et détaillée, les réponses à votre question. Monsieur le Président, bonsoir. Stéphane Vernet, Ouest France. Vous venez de dire à l'instant que vous ne croyez pas à la République du référendum permanent. Devons-nous comprendre que l'hypothèse qui a longtemps été émise, qui consisterait à soumettre une ou plusieurs des mesures que vous nous présentez ce soir à un référendum, est définitivement écartée? Et si vous n'avez pas écarté cette hypothèse, quels seraient les points que vous verriez soumis à référendum? Écoutez, la décision d'en appeler au référendum, elle est en effet, au titre de notre Constitution, à la main du Président de la République. Aujourd'hui, je n'ai pas retenu cette option sur les décisions que j'ai présentées. Est-ce que je l'écarte jusqu'à la fin du quinquennat? Non. Est-ce que j'ai aujourd'hui une idée précise de telle ou telle décision qui serait soumise à un référendum? Non. C'est une liberté que je conserve et qui, à certains moments, peut permettre de clarifier les choses, un débat. C'est l'ordalie de la République, en quelque sorte. Et donc c'est en tout cas un choix que je ne m'interdis pas, auquel j'ai réfléchi, que j'ai parfois pu envisager, mais qu'aujourd'hui je n'ai pas retenu. Parce que la méthode que j'ai retenue, c'est davantage de demander au gouvernement, aux assemblées, aux élus de territoire, aux partenaires sociaux, et donc d'avoir une méthode de concertation, de décision qui bâtit sur la démocratie représentative, tout en utilisant davantage l'intelligence collective par les conventions citoyennes, mais pas celle du référendum. Mais ça ne veut pas dire que c'est une page qui est fermée ou une décision qui ne sera jamais retenue. Bonjour Monsieur le Président, Apolline de Malherbe pour BFM TV et RMC. La semaine dernière, juste avant votre allocution qui devait être la semaine dernière, vous aviez dit aux Français « Je vais vous répondre ». Sauf le respect que je vous dois, je vois surtout des chantiers, mais pas véritablement de réponses précises. J'aimerais qu'on y revienne. Il y a des projets de pacte, il y a des conseils. Vous aviez aussi promis une révolution aux Français, c'était le titre de votre livre. Et vous avez dit plus récemment, nous ne reprendrons plus le cours normal de nos vies. Vous avez dit à l'instant, je n'aurai pas de répit
les Français non plus n'ont pas de répit. Ils vous écoutent ce soir. Pour beaucoup d'entre eux, ils vont se réveiller demain matin, ils vont préparer le petit déjeuner de leurs enfants, ils vont partir travailler. Ils auront, pour beaucoup, une boule au ventre. Qu'est-ce que vous faites pour réduire ces angoisses? Je voudrais quand même comprendre. Vous dites qu'il y aura une baisse d'impôts. Vous avez dit 5 milliards tout à l'heure, mais ça veut dire combien concrètement pour ceux qui vous écoutent dans leur foyer, dans leur maison? Vous avez dit également qu'on allait travailler plus longtemps. Alors vous dites que vous ne bougerez pas l'âge légal, mais concrètement, si on doit cotiser davantage, si on doit cotiser plus longtemps, ça revient quand même un peu à la même chose. Vous leur dites qu'il va falloir qu'ils travaillent plus. Et puis enfin, vous dites qu'au-delà de tout cela, il y aura quand même une augmentation de leurs revenus. J'aimerais savoir de combien, j'aimerais savoir s'il va y avoir véritablement une hausse du pouvoir d'achat. En fait, dire aux Français à quelle sauce ils vont être mangés. D'abord, vous avez raison, il faut toujours être concret, pragmatique. Vous seriez injuste de me dire que je ne l'ai pas été et que je n'ai pas été sur beaucoup de sujets précis. Et je l'ai été le 10 décembre et je vais continuer de l'être. Et le pouvoir d'achat, vous avez d'ailleurs largement commenté les chiffres officiels qui sont sortis, il réaugmente et réaugmente dans des proportions qui n'avaient pas été connues depuis plus de 10 ans. Et c'est le fruit de quoi? Des décisions qui avaient été prises par le gouvernement en application du programme que j'avais pris, des engagements que j'avais pris devant les Français et de l'accélération de celui-ci suite aux annonces du 10 décembre. Donc de manière très concrète, nos concitoyens qui travaillent, ils savent les décisions qui ont été prises sur la baisse des cotisations, sur les heures supplémentaires, sur l'intéressement, la participation et la prime qu'ils ont pu toucher, sur la suppression progressive de leur taxe d'habitation qui va encore se poursuivre cette année d'un deuxième tiers, et sur l'engagement que je viens de prendre sur l'impôt sur le revenu. Mais je ne vais pas faire devant vous le travail du gouvernement pour vous dire de quel niveau, sur quelle tranche et avec quelles conditions. Parce que, non, je ne crois pas. Je crois que ça, c'est une erreur. Je pense qu'ils veulent du concret. Je pense qu'on a donné du concret. À la fois le programme que j'ai porté, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les classes, sur l'école, c'est du concret. Quand je dis aux Français que d'ici la fin du quinquennat, il y aura 24 élèves par classe, quand je dis qu'on va l'étendre à la grande... Tout ça, c'est du concret. J'ai dit beaucoup de choses concrètes. Mais président de la République, il n'est pas le guichet de toutes les revendications qui doit régler tous les cas particuliers pour autant. Parce qu'un pays, ça n'est pas l'agrégation de toutes les situations individuelles. Et donc, moi je donne un cap, je suis déjà beaucoup allé dans le détail. Remettons-nous à ce qu'était la fonction présidentielle il y a 30 ans. Jamais un président n'allait dans tel détail, mais c'est ce qui va avec le temps démocratique que nous vivons et la vie courante. Bon, c'est ainsi, ça ne me dérange pas. Mais si je vous disais tout, je réglais tous les problèmes devant vous, je déchirerais en quelque sorte la méthode que je veux lancer et à laquelle je crois, où chacun va un peu bâtir ses solutions concrètes. Non, c'est une révolution profonde, ça. Profonde. Parce que ça veut dire donner un cap, tenir des délais et dire, si vous ne les tenez pas, je reprendrai la main, j'aurai cette légitimité. Mais j'ai donné des objectifs, j'ai essayé de déplier vos vies. J'ai dit les choses concrètes que vivent les Français en demandant qu'il y a des élus locaux, à des partenaires sociaux, au gouvernement d'y apporter des réponses responsables. J'ai moi-même apporté d'autres réponses précises. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne mésestime pas, vous avez parfaitement raison de le rappeler, la boule au ventre, comme vous avez dit, et l'angoisse. Je pense que nous avons déjà apporté beaucoup de réponses. Et je le dis sur le pouvoir d'achat, on a apporté beaucoup de réponses directes par les mesures qui ont été prises et parce qu'on a enrayé une décennie d'augmentation massive et sans précédente de la fiscalité. Et on va le poursuivre. Et donc ils vont le voir, ils commencent d'ailleurs déjà à le voir. Mais la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est ce qu'on fait pour l'éducation, c'est ce qu'on fait pour le travail, c'est ce qu'on fait pour leur vie. Et ça aussi, je dois l'expliquer, je dois prendre des décisions. Et ça n'est pas direct, mais c'est indispensable et c'est ce que le président doit acter. Et puis enfin, et ça j'y crois vraiment, cette boule au ventre, elle existe chaque matin. Mais je pense qu'il y a une part de cette boule au ventre dont vous avez parlé, qui n'est pas que le pouvoir d'achat, qui est cette angoisse profonde que j'évoquais. Et ça, c'est mon rôle premier. C'est ce que j'ai essayé de faire devant vous, et c'est ce que je vais continuer à bâtir. C'est-à-dire donner un cap, des ambitions, une clarté sur la manière de lever les grandes peurs contemporaines. Et je crois qu'avec, en effet, les grands chantiers lancés, parfois les grandes décisions prises, certains sont pour juin, d'autres septembre, ce n'est pas remis au calendrier grec. On apporte une part de réponse à ces peurs. Mais je crois que chacune et chacun des Français qui a cette boule au ventre, il a une part aussi de la réponse.
Et je crois très profondément qu'une part de la solution à la crise que nous vivons, c'est d'arrêter de croire que notre pays est une société d'individus en état de minorité permanente. C'est une société d'individus qui serait toujours à dire « le gouvernement a la solution, le président va dire comment je vais mieux vivre ». Il doit être là, donner un cap, corriger les inégalités, permettre d'être une nation plus forte. Mais chacun a une part de cette solution parce que nous sommes une nation de citoyens. Et donc chacun est aussi un peu responsable. Et je pense que j'aurais fait mon travail si demain, au petit déjeuner dont vous parlez, chacun se dit, dans le projet qu'il a défini, quelle part je peux prendre aussi, en élevant bien mes enfants, en leur inculquant les valeurs de mérite, de travail, en donnant ma part dans telle association, au service public, en allant dire ce qui ne va pas dans les services publics et ce que je vis, en prenant ma part de droit et en accomplissant ma part de devoir. Parce que ça donne du sens à la vie. Et je crois que la boule au ventre, dans beaucoup de cas, c'est vrai, elle vient du pouvoir d'achat, des situations immédiates auxquelles il faut qu'on réponde. Mais elle vient de la perte de sens collectif. Et ça, il faut le retrouver. Oui, bonsoir. Jérôme Rivet de l'AFP. Je voudrais des éclaircissements sur 3 petits points. 1, quelle est pour vous la bonne part de proportionnel? 2, est-ce que vous êtes favorable toujours à une réduction de 30% du nombre de parlementaires? Et 3e, vous l'avez qualifié de rumeur, mais êtes-vous favorable ou non à la suppression de l'ENA? Et quelle est la mission de M. Thiriez? Alors, sur la proportionnelle, moi je pense que, d'abord on a aujourd'hui 2 systèmes, il ne faut jamais l'oublier. Il y a l'Assemblée et le Sénat. Le Sénat a déjà une dose de proportionnelle. Je pense qu'il faut, dans les 2 assemblées, l'accroître. La créer pour l'Assemblée, l'accroître pour le Sénat. Moi je suis favorable à ce que ce soit autour de 20%. Parce que je pense que c'est ce qui permet de représenter toutes les familles politiques sans créer des situations ingouvernables. Ensuite, pour les parlementaires, l'engagement que j'ai pris, c'est en effet une baisse de 30%. Je souhaite que la réforme constitutionnelle aboutisse. Et donc j'ai été attentif aux arguments aussi qui ont été tout particulièrement soulignés par le président du Sénat. On a eu beaucoup d'échanges. Et il a des arguments que j'entends. De ne pas avoir trop de départements qui n'auraient plus qu'un seul sénateur, de ne pas alimenter le sentiment qu'il puisse y avoir une distance avec le terrain. Si ce n'est pas exactement 30% et que c'est 25%, sincèrement, je n'en ferai pas un point de blocage. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, tel que je l'ai dit. Il faudra d'ailleurs sans doute garder les locaux, les agents qui y sont et qui sont d'excellente qualité et profondément engagés. Mais je ne crois pas, sur ce sujet, je ne crois pas du tout, en quelque sorte, au rafistolage, à la réforme un peu. Ça a déjà été tenté par à peu près tous mes prédécesseurs. On va changer le classement de sortie, on va changer... Non, si vous gardez les mêmes structures, les habitudes sont trop fortes, les habitudes sont là. Et donc, la mission de M. Thiriez, ce sera de soumettre au gouvernement des propositions très claires pour refonder le recrutement de nos fonctionnaires, pour l'entrée en carrière comme tout au long de la vie, les modes de formation pour nos hauts fonctionnaires et la gestion des carrières. Et avec le Premier ministre et le gouvernement, on veut porter une réforme ambitieuse. Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser l'ENA. J'ai fait cette école, je lui dois beaucoup. Et elle a un avantage, c'est qu'elle a quand même mis fin à ce qui précédait. C'était parfois les avantages, le copinage, le concours de bonne manière ou des choses qui étaient beaucoup plus approximatives. Donc il ne s'agit pas de dire que l'ENA est mauvaise en soi, au contraire. Il s'agit de dire simplement, si on veut une réforme ambitieuse, voilà, il faut rebâtir, en s'inspirant d'ailleurs beaucoup de la philosophie de 1958. J'ai beaucoup relu les textes qui avaient inspiré tout particulièrement Michel Debré au moment de ses travaux. Mais je crois qu'on doit avoir un geste large. Ce sera l'ambition de M. Thiriez. En tout cas, sa mission.
Bonjour Monsieur le Président, Elisabeth Martichoux pour RTL. D'abord, vous avez évoqué à plusieurs reprises le plein emploi. Vous avez donné un cap 2025. Est-ce que ça veut dire que vous enjambez l'objectif initial? Vous aviez dit 7% en 2022. Je crois qu'on est juste en dessous de la barre des 9%. Le taux de chômage n'a baissé que de 0,2. Est-ce que vous maintenez l'objectif de 7%? Est-ce que ça veut dire que vous demandez 5 années supplémentaires? Vous avez besoin de 50 plus pour ce plein emploi. Et puis, je voudrais aussi revenir sur la vision. Vous avez une expression tout à l'heure, chacun est un peu responsable. Vous aviez aussi parlé, vous rappelez-vous, au début du quinquennat, des premiers de cordée. Et la crise a montré que les Français savaient très bien qui était devant, qu'eux étaient derrière à la peine, mais que la cordée, la corde, eux, ils ne l'ont pas vue, la corde. La solidarité, ce qui permet de faire peuple, ils ne le voient pas. Alors, est-ce que... Et non seulement ça, mais en plus, il est possible qu'ils vous accusent d'avoir accusé encore la fracture entre eux et ceux qui sont devant. Alors, est-ce que c'était une vision que vous continuez de porter, vision de la société? Et est-ce que, d'ici à la fin de votre mandat, vous pensez pouvoir retisser la corde? Alors, je ne demande pas d'abord 5 années supplémentaires. Je dis qu'il faut se donner cette vision, cet agenda sur beaucoup de sujets à 2025. C'est un 2022-2025, je ne me permettrai pas d'enjamber tout un quinquennat. C'est de dire, il n'y a pas un arrêt brutal en 2022, c'est 3 ans de décalage. Et ensuite, le chiffre du plein emploi, c'est les économistes qui le fixent, ça n'est pas un taux. Je pense que le chiffre de 7%, il est tout à fait atteignable si on continue les réformes et notre stratégie au même rythme. Donc je ne remets pas du tout en cause cet objectif. La question du plein emploi, elle est même plus profonde, c'est de s'assurer qu'on améliore, je ne veux pas rentrer dans la technique, mais notre croissance potentielle et donc qu'on arrive à baisser notre chômage structurel. Parce qu'au fond, aujourd'hui, je pourrais vous dire qu'on est au plein emploi avec beaucoup de chômage, parce qu'on a un chômage structurel qui est très élevé. Bon, donc, voilà, je pense que les engagements que j'ai pris restent tout à fait valables, mais je pense qu'on peut se donner cet objectif que je viens de fixer, en faisant quoi? En se donnant des stratégies filière par filière beaucoup plus claires que ce qu'on a fait jusqu'alors. On a pris beaucoup d'initiatives, je le disais, en matière agricole et alimentaire, avec des vrais défis de création d'emplois en la matière. Ça, on va continuer de les décliner. En matière industrielle, on commence à recréer de l'emploi. On doit se donner des objectifs à 2025, avec la mobilisation de financements publics-privés pour y arriver. Et sur beaucoup d'autres secteurs, ceux qui relèvent de l'intelligence artificielle, du numérique, de la dépendance qu'on a évoquée, on va aussi créer des emplois. Et moi, je crois que dans notre pays, qui pendant tant d'années a eu des plans, je ne veux pas tout mettre en plan, ça ne correspond pas au mode d'organisation de l'économie contemporaine, mais je crois que c'est salutaire pour tout le monde d'essayer de se donner des caps, des mobilisations. Comme on l'a un peu fait l'année dernière, quand il s'agit de rebâtir une cathédrale, on sait se donner des objectifs avec une portée humaine, concret, et on sait mobiliser, dire aux gens, on va rebâtir. Ben, je pense qu'il faut le faire dans tous les secteurs d'activité. C'est ça, je le vois plus comme un élément de mobilisation de nos forces vives, de mobilisation de l'ensemble de nos concitoyens pour que l'objectif soit tangible. Moi, j'ai été frappé de voir que beaucoup des décisions qu'on prend, des politiques qu'on porte, elles sont trop abstraites, c'est pas assez concret pour les gens. Les gens, ils veulent savoir où on va, ils veulent voir des centres de formation qui s'ouvrent sur le terrain, ils veulent savoir dans quoi on va embaucher, pour faire quoi. Et donc, il faut que ce soit perceptible. C'est ça ce que je veux dire à partir du 2025, donc je ne remets pas du tout en cause, au contraire, l'objectif initial. Ah, cette formule de premier de cordée, je suis obligé d'être lucide et de dire que je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Je crois qu'elle était très appropriée. Mais je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Mais en quelque sorte, les gens ont voulu dire dans le premier de cordée, il n'y a plus de corde. Le premier de cordée, c'est l'idée. Il y a des gens qui peuvent se trimballer sur la paroi tout seuls, qui vont monter très haut, c'est formidable, et ils vont aider les autres. C'est pas ça, une cordée. Enfin, moi, je me souviens de mes lectures enfantines et de quelques pratiques pyrénéennes. Dans Frison Roche, quand il y a une cordée, même quand le premier dévisse, les autres peuvent tomber. C'est un peu ça, la crise des Gilets jaunes. Quand il y a une cordée, on a une corde qui nous lie tous. C'est ça, la nation, la solidarité profonde de la nation. Je ne crois pas du tout que la corde soit défaite. Je crois qu'on ne la dit pas suffisamment, et je crois qu'il y a eu des trahisons. Je vais y revenir. Mais je crois tout à fait que cette image de la cordée, elle a sa valeur parce que quand on monte, à un moment donné, la corde a sa limite. Et donc pour monter plus haut, on doit tirer les autres.
Ça veut dire que pour tenir une nation, une société, si on veut monter plus haut, on ne peut pas creuser les injustices. Ça veut dire qu'il faut faire monter ceux qui sont à chaque niveau de la corde. C'est ça l'association. C'est ça l'intéressement, la participation à laquelle on croit. C'est ça remettre l'homme au cœur du projet. C'est que chacun prenne sa place dans la corde. Il y en a qui grimpent plus vite, qui trouvent des prises dans la paroi, qui y arrivent. Je ne vais pas les interdire de le faire. Mais ils ont une corde. Ils ont été élevés quelque part. Ils ont grandi quelque part. Ils ont été éduqués quelque part. Et quand ils sont malades, ils reviennent dans les hôpitaux quelque part. Et quand ils vieilliront, bien souvent, ils reviennent quelque part chez nous. Et donc, ce qui est vrai, ce qui a fragilisé cette image, c'est qu'un cynisme s'est installé, une forme de trahison d'éclair. Et beaucoup de décideurs du monde économique contemporain ont considéré qu'ils n'étaient pas du tout des premiers de cordée, mais qu'il n'y avait plus de cordes. C'est pas vrai. Et je vous dis, les grands décideurs économiques, investisseurs, depuis des années, on le voit. Et donc moi, je ne suis pas dans la sanction par l'impôt, dans la politique de jalousie ou la stigmatisation, je suis dans la responsabilisation. Je leur ai dit, vous êtes des premiers de cordée. Votre corde, elle cassera, et vous vous retrouverez seul à un moment. Est-ce que c'est vrai de dire qu'il n'y a pas de corde? Non, ce serait faux de le dire. Pardon. Quand je regarde notre système fiscal, notre système de solidarité, nous avons un système de solidarité en France. Enfin, il ne faut pas alimenter ce discours. Nous avons même un des systèmes de financement, et c'est notre force. Et le réformer, le transformer, le moderniser, c'est le rendre encore plus fort. C'est cet État-providence du XXIe siècle que j'ai plusieurs fois évoqué. Mais c'est acté que nous sommes l'un des seuls pays au monde où on a une assurance maladie aussi généreuse qu'on améliore encore. On va réduire le reste à charge pour les lunettes, les dents, les prothèses d'audition. Mais il est déjà très généreux, c'est une bonne chose. On a un système de retraite qui crée la solidarité entre les générations. On a un système fiscal qui redistribue comme quasiment aucun autre. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de corde. Mais c'est de dire que chacun, dans la corde, là aussi, doit prendre sa part. Et j'ai vu ces derniers temps aussi une forme de sécession par le bas, de dire « moi, je ne veux plus de la corde, débrouillez-vous ». Et donc, quand il y a une sécession par le haut et une sécession par le bas, là, nous avons un problème. Cette image, elle n'a pas été comprise. Elle était un peu saint-simonienne, dirais-je. Mais je l'assume. Je crois qu'une société comme la nôtre, ce qu'est la République sociale, solidaire, elle a des gens qui réussissent quand ils décident de travailler, quand ils ont du mérite, parfois quand ils ont de la chance. Et il faut qu'ils puissent réussir dans la République. Et c'est notre fierté, c'est notre chance, parce que ça tire la nation plus loin. Mais il faut que jamais ils n'oublient que c'est dans et par la République qu'ils réussissent. Et que là où la République leur a permis d'arriver, ils ont une responsabilité particulière. C'est ça que j'ai voulu dire, tout le contraire de ce qui a été compris. Et donc je crois très profondément que la politique que je menais, c'est ce que je disais, en remettant l'humain, la part, chacun doit prendre sa part, mais ceux qui dirigent ont une part première. Et ils ne l'ont pas toujours remplie. Et je pense que mon rôle n'est pas simplement de leur faire jouer cette part par l'impôt ou la stigmatisation, parce que quel résultat ça a eu? On l'a vu ces dernières décennies. Ils sont partis. Et on alimente la jalousie, qui est la mauvaise face, en quelque sorte, de la volonté et de la passion de l'égalité française. Donc voilà, je veux remettre de la responsabilité dans notre système. Mais redire à chacun, vous avez une responsabilité. Mais quand vous dirigez dans l'État, dans la vie économique, votre responsabilité est toute particulière. Parce que vous devez faire réussir les autres avec vous. Parce que si vous ne le faites pas, le pays se désagrège. Et je crois que dans le monde contemporain, ces dernières années, s'était installée l'idée qu'on pouvait être de parfaits nomades. C'est-à-dire qu'on pouvait vivre nulle part, parce qu'on gagnait partout. Ce n'est pas vrai. Et je crois que le Brexit, les élections américaines, la fracturation du monde l'ont rappelé. Ce que vit notre société le rappelle aussi. Voilà. Donc je crois à cette République ambitieuse, solidaire. Elle a son fil et il est fort, mais il faut recréer les solidarités profondes et la responsabilité, tout particulièrement des décideurs au sein de celle-ci. Monsieur le Président, bonjour. Marcelo Vesfred du Figaro. Vous avez demandé tout à l'heure à votre Premier ministre de supprimer un certain nombre d'organismes inutiles, je vous cite, de façon même massive. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée et nous dire concrètement, puisque c'est le terme, quels sont les organismes que vous souhaiteriez voir supprimés? Merci. Vraiment, vous ne voulez pas m'aider. Vous voyez bien que
Vous m'avez, à de nombreuses reprises, et c'était pas faux, reproché de décider de tout seul. Et là, je vous dis, non, le président de la République ne peut pas faire tout seul, vous avez raison, je vous donne le point. Il doit donner un cap, prendre des orientations, assumer des choix difficiles et clarifiés, je l'ai fait sur les retraites, mais il doit permettre au gouvernement de prendre sa part, au Parlement. Et là, vous voudriez, quelque part, que, ayant ouvert cela, demandant au gouvernement, dans un délai réduit, de le faire, je vienne me substituer à lui. Ça, je l'ai dit. Et donc, je vous confirme que, conformément à la question de votre collègue, la première, cette nouvelle phase qui inaugure une nouvelle méthode fait que je ne vais pas non plus me substituer au gouvernement et répondre à votre question. Et rassurez-vous, il y en a. Et le gouvernement les proposera. Alors, j'avais dit que nous lèverions à 20h, mais je m'étais engagé à parler une demi-heure. Comme j'ai parlé 20 minutes de plus, j'accorde 20 minutes de plus. Non! Non, mais parce que je veux être honnête avec vous. Sinon, je vois cette forêt. Bonsoir, Monsieur le Président. Laurence Ferrari, CNews pour le groupe Canal+. Lors de votre élection en 2017, vous avez dit que vous aviez senti la colère des Français dans un pays qui n'était pas stabilisé. Est-ce que vous ne pensez pas que depuis 2 ans, vous avez été sourd et aveugle à cette colère ? Et qu'aujourd'hui, encore une fois, le message que vous envoient les Français, les Gilets jaunes, il est dirigé contre vous, et pas seulement par la fonction que vous habitez. Est-ce que vous pensez avoir péché? Et si oui, par naïveté, par arrogance ou par inexpérience? L'autre chose que vous avez dit, c'est que vous avez pu toucher, lors de ce grand débat, l'épaisseur des vies des Français. Quel est le message que vous leur envoyez ce soir? Vous leur dites à ceux qui ont voté pour vous en 2017, parce que votre promesse était « vous travaillerez mieux », et vous gagnerez mieux votre vie. Aujourd'hui, vous leur dites, vous travaillerez plus, vous êtes des feignants, vous travaillez moins que vos voisins. C'est surprenant parce que les chiffres dont moi je dispose, Eurostat 2018, en matière de temps de travail, la France est en 3e position, derrière la Grande-Bretagne et l'Espagne. Est-ce que c'est ça le message que vous envoyez aux Français? Et puis concernant l'agenda 2025, il est évidemment bien au-delà de l'échéance de 2022. Soyons clairs, est-ce que vous serez candidat en 2022, Monsieur le Président? Alors, bon, sur le premier sujet, j'ai beaucoup de défauts et on peut toujours faire mieux. Mais je ne crois pas avoir été sourd. Par contre, nous sommes un pays où les désaccords s'expriment toujours avec force, les protestations sont toujours là, et où l'unanimité n'accompagne que rarement les transformations qui sont à faire. Et donc j'assume pleinement de ne pas avoir cédé, durant les 2 premières années, sur ce qui était et ce qui demeure le cœur du projet que nous portons et que je crois très profondément bon pour le pays. Très profondément. Je crois que la colère qui s'est exprimée n'est d'ailleurs pas le fruit de ces réformes. Je l'ai dit et j'ai essayé de la qualifier tout à l'heure. Je pense qu'elle est le fruit d'une méthode qui n'était pas la bonne, résolument, qu'elle était le fruit d'un manque d'humanité qui s'est exprimé, j'en prends ma part de responsabilité, mais qu'elle est le fruit aussi d'échecs enfouis depuis très longtemps, d'hypocrisie passée, et en quelque sorte du fait qu'on a laissé notre pays, depuis des décennies, il faut bien le dire, avec les structures, les habitudes, l'organisation qui avait été bâtie après la Deuxième Guerre mondiale, alors que le monde lui avait profondément changé, que la vie familiale était bousculée, que le monde du travail avait changé, en disant on va s'ajuster, vous allez vous adapter. Et donc je pense qu'on a levé une hypocrisie. J'assume d'avoir levé une hypocrisie. Mais en levant cette hypocrisie, je n'ai pas apporté une réponse immédiate. Aussi parce qu'il est impossible d'apporter en totalité une réponse immédiate. Et que l'ampleur de la transformation que nous avons à faire, qui est au fond de rebâtir un contrat avec la nation, nous avons commencé de manière inédite sur l'éducation, la santé, le travail, le mérite. Mais nous le faisons en temps de paix et avec des intérêts acquis en place, etc. Ce qui n'a jamais été fait. Dans nos démocraties, nous n'avons jamais fait ce genre de transformation. On l'a fait au sortir de guerres, de grandes épidémies de famine ou de crises profondes du système démocratique. C'est ça ce que nous avons à faire aujourd'hui en France. Il faut juste le percevoir. Et donc, il y a une colère à un moment qui s'exprime, très sincèrement. Je le comprends et j'en prends ma part. Mais j'en prends ma part et pas plus. Et je ne veux pas vraiment en mettre plus.
je pense que la réponse, comme je le disais, ne serait pas de revenir à l'hypocrisie et à dire tout va bien, ça n'est qu'un problème de pouvoir d'achat, on va vous donner l'argent, puis vous allez rentrer chez vous. C'est faux. D'abord parce que notre peuple est un peuple profondément politique et historique. Il sent ce qui se passe, et il veut des réponses profondes. Et il a une impatience à laquelle nous devons répondre et à la hauteur de laquelle nous devons être. Et ça, ce sera ma tâche. Et puis, il y a cette considération pour chacun qu'il faut apporter. Et ça, je ne l'ai pas fait suffisamment. Après, vous ne m'avez pas toujours aidé, et ce que vous venez de dire, qui est une déformation à proprement parler du propos que j'ai tenu, ne m'aide pas. Quand vous dites aux Français qu'ils sont des fainéants, s'ils retiennent ça ce soir, alors là, c'est exactement le contraire de ce que j'ai dit, le contraire du message que j'ai envoyé. Et c'est bien souvent aussi ce que j'ai vécu. Quand j'ai parlé de fainéants, j'ai parlé des dirigeants, la seule fois où j'ai parlé de fainéants. Je faisais référence au roi fainéant. Je n'ai jamais traité les Français de fainéants, je ne le crois pas. Je pense que les chiffres auxquels vous faites référence sont sans doute ceux de la productivité, qui est excellente en France, où nous sommes parmi les meilleurs au monde. Mais celui, temps de travail rapporté à la vie ou à l'année, sont assez sans appel. Mais je ne dis pas ça aux Français. Et je dis d'ailleurs, la première chose qui fait qu'on travaillera plus, c'est de réussir la bataille contre le chômage. Parce que si dans notre pays, on ne travaille pas suffisamment, c'est parce que nous sommes le seul grand pays de l'Union européenne à ne pas avoir gagné la bataille contre le chômage de masse. Est-ce que c'est un reproche qu'il faut faire aux Français? C'est un reproche qu'il faut faire aux dirigeants, de toutes sortes. Et c'est cette fatalité à laquelle je ne veux pas me résoudre. Mais représentez-vous notre pays. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et dont les parents n'ont jamais travaillé. Jamais. Et vous n'avez pas aujourd'hui en Europe d'autres pays qui sont dans cette situation. Et ça, c'est un drame. Ça corrompt le rapport au mérite, au travail, à la concorde civile. Et donc, on doit y répondre. C'est ça ce que je dis au peuple français, à nos concitoyens. Donc, voilà, je ne veux pas qu'on cède à la caricature et je considère que c'est à nous de porter ces réformes, mais je reste fidèle à l'engagement pris du travailler mieux, du choix fait. Et ce que je vous ai dit sur les retraites en répondant à la question tout à l'heure, c'est justement de refuser la réforme aveugle qui met tout le monde dans le même sac et de redonner des choix à chacun, mais en étant et en partageant les contraintes qui sont les nôtres. Et je crois que tout ce qui a été décidé depuis le début du quinquennat et accéléré au moment de cette crise va dans le même sens. Travailler mieux, gagner mieux quand on travaille et surtout quand on travaille davantage. Donc je crois que c'est cohérent. Je pense qu'il faut des points de fuite quand on préside, tout particulièrement. Et donc j'assume d'avoir un agenda qui dépasse l'horizon de ce mandat. La question, elle est récurrente, elle est connue, elle est traditionnelle, elle est parfaitement légitime que vous me posez, de savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Eh bien, je vais vous dire, si c'était mon obsession, je chercherais à faire ce que disait tout à l'heure très justement votre collègue, c'est-à-dire avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre ou le retrouver, comme disait un de mes augustes prédécesseurs, lointains, essayer d'y arriver. Au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. Et je pense que ce serait indécent de parler de ça. La question, c'est de savoir comment on réussit aujourd'hui. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément, ce mandat. Je veux le réussir. Et pour le réussir, je dois assumer, sans doute, de prendre d'autres décisions qui seront impopulaires ou difficiles. Et je veux pouvoir l'assumer. Pour le réussir, je devrais prendre des risques, à coup sûr. Et je veux pouvoir les prendre. Parce que je veux réussir ce mandat, parce que je veux que notre pays réussisse, parce qu'il le mérite, parce que je l'aime plus que tout. Donc parce que je veux prendre ces risques, parce que je veux prendre cette part de décision, ça n'est pas aujourd'hui du tout mon sujet. Maintenant, si je voulais parfaitement vous rassurer, je vous dirais qu'il y a 5 ans, ce n'était pas non plus du tout mon sujet.
Monsieur le Président, Michaela Wiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est l'heure de l'Europe. Vous avez réaffirmé vos ambitions européennes, notamment sur Schengen et la question de l'énergie. Est-ce que vous commencez aussi une deuxième phase dans votre stratégie européenne? On a vu que le couple franco-allemand n'a pas jusqu'à maintenant rempli tous les objectifs, tous les espoirs que vous avez misés en lui. Est-ce qu'il faut changer, comme certains vous le suggèrent, ou est-ce que vous gardez l'espoir qu'ensemble, en franco-allemand, on arrivera à entraîner d'autres Européens à changer l'Europe? Merci. Merci à vous. D'abord, moi, j'assume de croire très profondément au couple franco-allemand, et je pense qu'on a fait beaucoup de choses dans les 2 années qui viennent de s'écouler. Sur l'Europe de la défense, sur l'Europe sociale, pour les travailleurs détachés, en matière d'approfondissement de la zone euro, avec la décision historique d'avoir un budget, sur nombre de politiques communes, la défense de nos intérêts stratégiques commerciaux, sur la politique des droits d'auteur. On a fait beaucoup de choses parce qu'à la fin, on a su trouver une convergence franco-allemande. Donc, ce couple, ce tandem, il existe, il est fort et il a permis de faire des choses, y compris qui n'étaient pas évidentes de part et d'autre. Ensuite, je pense que dans ce tandem, pour qu'il marche, il faut que la France propose. Je l'ai fait dès le mois de septembre 2017. Alors certains disent, vous avez beaucoup attendu, etc. Oui, mais il y avait des contraintes politiques allemandes, je les respecte. L'Allemagne a parfois aussi beaucoup attendu la France. Elle a proposé et nous n'avons pas répondu. Mais nous avons, en juin 2018, à Meseberg, je crois, pris une position commune extrêmement structurante et historique sur beaucoup de ces sujets. Je souhaite qu'on aille plus loin. C'est le cœur du projet Renaissance qui m'a conduit à m'adresser à l'ensemble des concitoyens européens, à porter une nouvelle ambition. Et je souhaite au maximum qu'on puisse le faire en franco-allemand aussi et toujours. Parce que je pense que c'est très important. Et je pense que cette culture du compromis, et j'ai beaucoup appris sur ce point de la chancelière Merkel, est très importante. Mais après, elle ne doit pas empêcher l'affirmation d'une position française quand elle existe. Et comme dans tout couple, dans tout projet, d'assumer d'avoir des désaccords. Et donc c'est vrai que sur le Brexit, nous n'avons pas aujourd'hui tout à fait la même ligne. À un moment, on devra la trouver. Sur l'ambition climatique et énergétique, nous n'avons pas tout à fait la même ligne. Et j'assume de m'être opposé à un mandat de négociation donné à la Commission pour baisser nos tarifs avec les États-Unis d'Amérique, parce que ça n'est pas cohérent avec notre ambition climatique, parce qu'on demande à nos agriculteurs, nos industriels, nos pêcheurs de faire des efforts, et on dit on va les négocier et baisser les tarifs avec un pays qui dit aux siens de ne pas les faire. Pas cohérent. Bon. Et donc, on s'est parfois habitué à dire ce couple, ça suppose d'être d'accord avec les Allemands. Non. Ce couple suppose de construire des solutions communes, mais aussi de savoir affirmer des positions françaises, profondément européennes. C'est cette méthode dans laquelle je crois, qui parfois assume des confrontations fécondes, mais avec toujours la volonté de bâtir à la fin un compromis. Et c'est normal, parce que nos sociétés ne sont pas les mêmes, nos systèmes politiques ne sont pas les mêmes, et sans doute nos cycles politiques ne sont pas les mêmes. L'Allemagne est sans doute à la fin d'un modèle de croissance qui a beaucoup profité des déséquilibres de la zone euro, parce que l'Allemagne a su faire au bon moment les réformes. Je ne vais pas reprocher aux Allemands de l'avoir fait. Mais les divergences au sein de la zone euro sont accrues durant cette période et ont beaucoup profité à l'Allemagne, c'est un fait. Et elle a un modèle productif qui a beaucoup reposé aussi sur certains déséquilibres, le fait qu'il y ait des pays à bas coût, etc. Et donc, qui est le contraire du projet social que je porte au niveau de l'Europe. Et l'Allemagne, depuis 13 ans, est à sa tête la chancelière Merkel, qui est à son dernier mandat. Donc c'est normal que les cycles politiques, économiques étant différents, il y ait des moments qui ne soient pas des moments où on est parfaitement aligné. Il faut les assumer. Et je crois que le rôle de la France, c'est de proposer, d'avoir une ambition européenne, d'œuvrer à chaque fois qu'elle le peut au compromis franco-allemand pour rassembler le maximum d'Européens, mais de ne jamais avoir peur d'affirmer sa voix, même quand elle est minoritaire. Jamais. Nous l'avons fait dans toutes nos grandes périodes. Parce que parfois, il faut savoir le faire, et c'est le rôle de notre nation.
Corinne Laïc, l'Express. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure des décideurs. On peut imaginer que les patrons font partie des décideurs. N'ont-ils aucune responsabilité en matière de pouvoir d'achat? Toutes les mesures que vous annoncez, ce sont des mesures qui sont financées par l'État. D'ailleurs, question subsidiaire, combien coûte ce que vous avez annoncé aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez aucun message à faire passer aux patrons dans le domaine du pouvoir d'achat? Est-ce que ce n'est pas une question qui va être mise sur le tapis dans les prochaines semaines dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux? Est-ce que vous estimez ce sujet souhaitable ou est-ce que vous considérez que finalement en France aujourd'hui on ne peut plus vivre dignement de son salaire? Alors, le cœur de la politique à laquelle je crois que nous menons, c'est précisément de vivre dignement de son travail. Est-ce que la réponse à cela, c'est d'augmenter les salaires? Parce que c'est la première forme de réponse qu'on pourra apporter à ce que vous dites. Augmenter les salaires tels qu'ils sont construits aujourd'hui, ça dépend de l'entreprise, du cycle productif, mais pas de manière générale. C'est pour ça que j'assume que nous n'ayons pas retenu l'option d'augmenter le salaire minimum. Pourquoi? Parce que c'est complètement contraire à l'objectif de compétitivité. Quand je nous compare, on a essentiellement, et quand on regarde les 15 dernières années, l'évolution des salaires en France n'a pas été défavorable. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre compétitivité, dans certains secteurs, s'en est trouvée atteinte. Et donc, on doit absolument préserver notre compétitivité. Et donc, je ne peux pas pousser toutes les entreprises à augmenter de manière indifférenciée les salaires. Par contre, on peut y répondre de plusieurs manières. D'abord, sur les bas salaires, ceux qui sont autour du SMIC ou à temps partiel. Dans tous les pays, on va progressivement, et on a commencé progressivement à créer ce qu'on a fait en France, qui est, au fond, un impôt négatif. C'est-à-dire on doit accompagner les salariés parce qu'en effet, pour vivre dignement, le salaire minimum qui est compatible avec la compétitivité actuelle ne marche pas. C'est la prime d'activité. C'est un impôt négatif, la prime d'activité. Et ça, il faut l'assumer parce que c'est la seule chose qui est compatible avec notre compétitivité profonde. Si les règles de la mondialisation changent, on peut progressivement changer de système. Mais aujourd'hui, si je faisais ce choix, au fond, d'augmenter de manière réglementaire les salaires pour tout le monde, je détruirais de l'emploi. Et je détruirais essentiellement l'emploi des plus jeunes et des peu qualifiés. Par contre, les entreprises peuvent beaucoup mieux associer à la création de richesses les salariés. Et ça passe par le dialogue social. C'est au cœur de la réforme que nous avons portée au début du quinquennat. Le dialogue social fort dans l'entreprise et la branche, c'est un meilleur partage des richesses. L'association accrue, ce que porte la loi Pacte récemment votée, l'association accrue des salariés dans la gouvernance de l'entreprise, c'est la garantie de mieux participer aux décisions, mais aussi de mieux participer au partage des richesses. Et c'est ça qu'on a insuffisamment fait en France. Et c'est plus intelligent parce que ça veut dire qu'on partage les richesses quand on les crée, mais qu'on peut réduire ce partage quand les choses vont mal. Et donc, on s'adapte beaucoup plus au cycle économique. Et donc, je crois à la politique d'intéressement, de participation, à cette politique de l'association dont parlait le général de Gaulle et qui est une spécificité française, qu'on a non seulement relancée, mais profondément simplifiée pour les petites et moyennes entreprises. Et à cet égard, la prime exceptionnelle de l'année dernière que j'ai confirmée pour cette année, qui devra s'inscrire sur 1 000 € supplémentaires d'intéressement, elle est dans cet esprit-là, profondément. Et après, pour vivre mieux, là aussi, c'est tout le dialogue social sur le territoire. Quand les partenaires sociaux arrivent à bâtir une prime mobilité pour aider les salariés qui vivent à 45 minutes ou 1 heure de la grande ville où ils doivent travailler, c'est de la réponse de pouvoir d'achat. Parce que le problème de pouvoir d'achat en France, il faut bien le regarder tel qu'il est. Ce n'est pas un problème de niveau de salaire, c'est un problème d'augmentation des dépenses contraintes. C'est le coût du logement qui a augmenté, c'est le coût de toutes les dépenses contraintes des ménages. Et c'est ce qu'on fait en essayant de baisser le coût subi de la santé, c'est ce qu'on fait en mettant la pression sur les assureurs, les banquiers pour qu'ils baissent leurs frais, c'est ce qu'on fait en ayant une politique qui relance l'offre de logement pour en baisser le coût, et c'est ce qu'on fait aussi par le dialogue social avec les partenaires sociaux, les élus, pour trouver des solutions concrètes pour accompagner dans leur déplacement quotidien les Français et leur pouvoir d'achat. Et puis enfin, c'est ce qu'on va faire avec notre politique énergétique, ce qui est là aussi bon pour l'activité. Donc voilà, il y a toute une frange, mais c'est comme ça qu'on répond à la problématique du pouvoir d'achat. Et en effet, nos dirigeants d'entreprise ont un rôle essentiel à jouer, qui est de mieux associer, de mieux faire participer. Et je vais vous dire une conviction qui est le fruit d'un constat. Les entreprises où le dialogue social est bon, où la qualité de vie au travail est bonne, où l'association aux performances de l'entreprise, et donc le juste partage, est bon, et où on regarde l'entreprise comme un collectif humain, et pas simplement la propriété des actionnaires, eh bien ce sont les entreprises
où on innove le plus, où on crée le plus de valeur et qui résiste le mieux au cycle économique difficile. Ça devrait faire réfléchir beaucoup. Mais le coût des mesures, je l'ai donné à chaque fois. Il y a le coût des mesures, c'est celle du mois de décembre, et sur l'IR, je l'ai donné. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres. La réindexation, elle sera gagée, comme je l'ai dit. La réindexation, elle est jusqu'à 2 000 €. Elle fait partie du paquet qui sera explicité par le gouvernement en juin. François-Xavier Guilherme, France Antilles, Le GIR et France Guyane. On a un peu parlé d'outre-mer. Vous avez dit que vous maintiendrez les niches fiscales outre-mer, donc je prends note. Est-ce qu'il vous est remonté du débat national la nécessité impérieuse de fermer France Ô? Et deuxièmement, vous avez parlé du droit à la différenciation. Ça intéresse beaucoup les DROM, notamment. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus dessus? Je vous remercie. Ni de confirmation impérieuse, ni de protestation impérieuse. Mais sur ce sujet, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises. Moi, je suis attaché aux territoires d'outre-mer. Je l'ai dit, on a porté des états généraux inédits, ce livre bleu avec des décisions claires, une déclinaison, et on a conclu ici même cette stratégie où j'ai parlé de l'archipel France. Et j'assume une politique ambitieuse de nos outre-mer qui doivent d'ailleurs retrouver la dynamique dans chaque région où elles sont inscrites. Mais je pense là aussi qu'il faut qu'on soit moins hypocrite. Il y a des chaînes pour chaque territoire d'outre-mer. Elles seront maintenues. Et elles sont indispensables. Avoir en plus une chaîne nationale juste sur les outre-mer n'est pas indispensable avec François. Et surtout, c'est justifier que nos outre-mer, au fond, n'ont pas droit de citer au cœur de France Télévisions. Là où je vous rejoins, c'est que je serai extrêmement vigilant avec le Premier ministre et le ministre de la Culture pour que les engagements pris de présence d'ultramarins à l'écran, de sujets ultramarins, des préoccupations à l'écran des grandes chaînes de France Télévisions soient là. Et pas que ce soit relégué dans un coin à part. Sur la différenciation, les territoires ultramarins l'ont déjà beaucoup expérimenté. On va continuer de le faire, mais là-dessus, pour aller plus loin, il faut qu'on fasse réussir notre réforme constitutionnelle. Nous portons dans le cadre de celle-ci de nouvelles ambitions et surtout une simplification profonde qui est attendue de nos territoires ultramarins. Ils veulent pouvoir beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement prendre des compétences lorsqu'elles sont pertinentes et requises et pas passer par la procédure aujourd'hui très lourde qui est prévue et du coup peu utilisée. On a eu une discussion avec l'ensemble de ces territoires qui d'ailleurs, de manière très pragmatique, a conduit à ce qu'on identifie des compétences qui seraient mieux gérées si elles étaient reprises, sur certains sujets énergétiques, transports ou autres, et parfois à reprendre au niveau de l'État des compétences qui sont insoutenables dans ces collectivités. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur le RSA, dans plusieurs territoires ultramarins. Donc, je dirais que ces territoires seront à la pointe de la différenciation. C'est ce que nous commençons à faire dans le cadre constitutionnel actuel, mais pour le réussir, il importe que les assemblées nous aident à conduire au terme de son chemin cette réforme constitutionnelle. Bonsoir Monsieur le Président, Paul Larouture au Quotidien. Vous esquissez ce soir une forme de mea culpa, mais en fait pas vraiment. Vous parlez de caricature, de malentendu, vous dites, je vous cite, que vous n'êtes pas comme ça au fond. Mais au fond, n'est-ce qu'un malentendu, puisque depuis 5 mois, chaque samedi, les Gilets jaunes vous reprochent aussi votre comportement qu'ils jugent arrogant. Beaucoup de votre petites phrases ont fini en pancarte, j'en cite quelques-unes. Je traverse la rue, je vous trouve du travail, le pognon de dingue des minima sociaux, les Gaulois réfractaires au changement. Je ne vais pas toutes les citer. Vous répétez prendre votre part de responsabilité, mais quelle est selon vous exactement cette part? Question quasi philosophique. Pouvez-vous changer? Et voulez-vous vraiment changer? Et puisque je vous interroge sur vos erreurs, regrettez-vous d'avoir recruté Alexandre Benalla, dont le comportement entache votre quinquennat et scandalise beaucoup de Français? Et considérez-vous, avec le recul et toutes les révélations de la presse qui cherche la vérité, avoir fait une erreur? Merci. Alors, sur le premier point, il faut que, aussi collectivement dans la vie d'une nation, on accepte de passer des étapes. Si on revient toujours aux mêmes choses, il y a peu de chances qu'on progresse. Moi, j'en ai parlé déjà 10 fois, au-delà d'aujourd'hui. Donc très sincèrement, je peux y revenir, je suis déjà revenu. Il y a des phrases que je regrette, il y a des phrases qui ont été totalement sorties de leur contexte. C'est une réalité, elles se sont agrégées par le jeu des réseaux sociaux, les déformations des oppositions politiques, et c'est là. Et ça n'est pas bon. Et ça n'aide ni mon action, ni celle du gouvernement, c'est pour ça que je les regrette. Bon.
Maintenant, j'ai toujours la même prudence quand on parle des gilets jaunes, celle que j'ai essayé d'avoir au début de mon propos. Moi, je reconnais, je respecte et je considère les gilets jaunes qui sont sortis dans la rue au début de cette crise ou qui étaient en sympathie avec ceux qui sont sortis dans la rue. Mais je ne cède rien à ceux qui détruisent les institutions, veulent le pire, au fond, veulent l'émeute et ne manifestent même plus. Ceux-là dont vous parlez qui ont ces pancartes, très sincèrement, ils peuvent les avoir très longtemps. Ça ne m'émeut pas. Ça ne m'émeut pas. Et donc, je pense qu'il faut avoir de la lucidité. Est-ce qu'on ne change jamais? L'avenir le dira. Et chacun est, en quelque sorte, comme on dit dans Bernanos, on a sa conscience pour soi. Mais je crois que j'ai compris beaucoup de choses de la vie du pays, de ce que des impatiences qu'on exprime avec sincérité, croit-on, peuvent être mal comprises. Et même si on ressent que c'est une injustice, quand c'est mal compris et que ça blesse, c'est une erreur. Je ne vais pas vous dire le contraire. À quelques mètres d'ici, ce jeune garçon qui était horticulteur et cherchait un emploi. J'ai passé 10 minutes, un quart d'heure, l'un d'entre vous était avec moi. Si j'étais méprisant, je n'aurais même pas parlé. Les vrais méprisants, j'aurais dit bonjour ou je serais passé comme ça. Il a parlé de son problème, j'ai échangé avec lui. Et quand il m'a dit, mais moi je suis prêt à prendre un emploi dans l'hôtellerie et restauration, je lui ai dit, de l'autre côté de la rue, ce qui est vrai, ils s'en prennent, très bien, on y va. C'était pas un propos méprisant, c'était pas un propos qui valait pour toutes les rues de France et de Navarre. J'ai eu d'ailleurs à m'en expliquer après dans beaucoup de déplacements. Et voilà, le raccourcissement, la sortie du contexte, le monde où on vit. Donc je les regrette très profondément. Très profondément. Et je pense que ça ne disait pas ce que je suis vraiment, l'attachement que j'ai aux Français et le cœur de la politique que je veux que nous menions. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent en jouer. Et dans les gens qui tiennent les pancartes que vous évoquez, il y a aussi maintenant, dans les rues, beaucoup de militants politiques, beaucoup, qui veulent juste autre chose. Ils iront aux élections pour proposer autre chose. Mais eux, je les respecte, je les considère, mais voilà. Je pense qu'il faut que le pays avance et que c'est beaucoup plus important. Sur Alexandre Benalla, c'est trop facile de regretter. Est-ce que je pense qu'au moment où j'étais élu, connaissant ce jeune garçon qui avait vraiment du talent, qui s'était engagé dans ma campagne, qui avait son histoire, est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Élysée? Non. Parce que je pense que c'était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte et avec ce que je veux que nous fassions. C'est sans doute pour ça que je lui en veux encore plus. Il a fait des fautes très graves. Laissait-on tout aujourd'hui? Je ne sais pas. Il a droit à la présomption d'innocence aussi, comme tout citoyen dans la République. Mais de ce fait, quoique n'ayant jamais été protégé par l'Élysée, qu'il a sanctionné, qu'il a ensuite licencié, et qui n'a jamais cherché à le protéger à l'égard de quelques services administratifs ou du grand public, il n'a pas donné une bonne image. Il n'y a jamais eu de prébande pour Alexandre Benalla à l'Élysée. Il n'a pas été protégé. Il n'a pas été protégé face à la justice, face aux médias. Donc je le regrette pour ça. Mais je ne regrette pas les choix faits à d'autres moments, parce que je ne savais pas tout. Et quand vous décidez d'employer quelqu'un, il y a une part de risque. La responsabilité qui va avec. C'est ma part de responsabilité. Voilà. Mais on en a sans doute beaucoup fait sur cette affaire. Beaucoup. Peut-être trop. Voilà comment je vois les choses. Voilà, mesdames et messieurs, cette fois-ci, il est 20h26 et j'avais pris un engagement et au-delà du temps dépassé, il a été, si je puis dire, rendu. Je voulais vous remercier pour cette conférence de presse et cet échange. Il y en aura d'autres, je vous rassure, elles n'attendront pas 2 ans, Madame la Présidente, et parce que c'est aussi conforme à cet aggiornamento que je souhaite.
Je crois très profondément que ce que nous sommes en train de faire et nous devons faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir ce nouvel acte que j'évoquais. Cette réhumanisation, ce réenracinement d'un projet de transformation profond, c'est celui que je veux que nous réussissions maintenant avec le gouvernement, les partenaires sociaux, l'ensemble des élus. J'y donnerai toute mon énergie et donc j'y reviendrai souvent avec vous. Parce que je crois très profondément que ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises, cet art un peu particulier d'être français, c'est ce dont notre pays a besoin et qui est une part de la réponse à la boule au ventre du matin. Je crois au symbole et à l'esprit du temps. Ce qui s'est passé la semaine dernière est que notre pays a vécu, et ces pages se retournent toujours vite dans l'actualité qu'on traverse, a dit quelque chose de la très grande spiritualité, de l'esprit d'engagement de notre pays, de sa capacité à répondre, se mobiliser, espérer et vouloir rebâtir. Et je crois que ce qui s'est vu, s'est senti dans ce moment-là, c'est la part de vérité de cet art d'être français. C'est la fin de l'esprit de division. C'est les discussions permanentes sur beaucoup de sujets légitimes. Mais c'est la volonté de bâtir ensemble, profondément, résolument, ce modèle humain et français. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.